Le dalmatien est un chien vraiment unique pour beaucoup d'aspects, à commencer par son manteau tacheté caractéristique, qui n'existe chez aucune autre race canine et qui lui a permis de conquérir la célébrité cinématographique grâce au film de Walt Disney, Les 101 Dalmatiens. Les savants ont découvert que ces globules rouges ne sont pas de forme arrondie comme ceux de tous les autres chiens, mais ovoïdaux comme ceux du chameau. Le dalmatien élimine, en outre, quotidiennement par ses urines, de 400 à 600 mg d'acide urique, c'est-à-dire en quantité nettement supérieure par rapport à toutes les autres races qui en éliminent de 10 à 60 mg par jour. Il n'est pas facile d'établir les origines de cette race, qui dans le classement officiel de la Fédération cynophile internationale, fut reconnue initialement comme originaire de l'ex-Yougoslavie. Le nom même semble dériver de la Dalmatie, où les aïeux de ce chien seraient arrivés de l'Orient ou peut-être de la Grèce voisine, et où ils se seraient croisés avec le braque local Istriano. Il est probable que la souche archaïque, dont il est originaire, ait des racines très anciennes, et on peut le déduire grâce à des objets de civilisation orientale, grecque et égyptienne, où des chiens sont représentés avec un manteau très semblable à celui du dalmatien d'aujourd'hui. Quelques spécialistes indiquent parmi ses ancêtres une ancienne race asiatique maintenant disparue, le braque du Bengale, caractérisé par un manteau tacheté sur un fond fauve et non blanc. Ce chien pourrait être le même qui est mentionné par Linneo comme Canis variegatus et qui est représenté dans certains monuments orientaux. Un cynophile britannique qui signait sous le pseudonyme de Easton nous donne des informations dans un imprimé de 1556 où est représenté un chien de stature squelettique, élancé mais solide, et décrit comme une espèce intermédiaire entre le basset des comtés méridionaux et le lévrier de couleur blanche avec des petites taches noires. Le cynophile Thomas Berwick, en 1792, soutient que la race est originaire de la Dalmatie et la décrit de forme très élégante entre le foxhound et le setter, mais avec un crâne plus pointu et plus long, ainsi qu'avec un manteau blanc avec de petites taches irrégulières noires ou brunes rougeâtres. La race pure a des joues brunes, des oreilles noires et est de taille beaucoup plus petite que celle du grand danois. Certains auteurs considèrent le dalmatien comme un descendant du dog allemand dans sa forme archaïque. Une fois arrivé sur les côtes de la Dalmatie, à la suite du peuple envahisseur des Alans, il se serait croisé avec des chiens locaux en subissant une mutation somatique. Cette théorie fut acceptée par de nombreuses personnes, surtout en France où autrefois, notre ami était surnommé Petit Danois, avec une référence évidente au Danois, ancienne dénomination du dog allemand, naturellement de couleur arlequin. Dans les années 50, le dalmatien était dénommé chien courant de Dalmatie. Par chien courant, on entend un limier, et cela induit à supposer que l'emploi originaire de ce chien était typiquement la chasse. Selon une autre hypothèse, la race était présente en Dalmatie depuis 1070 et elle était dénommée chien courant de Dubrovnik. De là, il serait arrivé ensuite en Angleterre grâce aux échanges commerciaux fréquents. On sait qu'au XVIIe siècle, le dalmatien était déjà plutôt répandu en Angleterre et était employé comme escorte des carrosses pendant les voyages. Sa présence constitue un excellent effet dissuasif contre les individus mal intentionnés. Avec le temps, ces chiens suivaient les carrosses et les cavaliers dans une fonction plus décorative qu'utile, comme le témoignent beaucoup de gravures anglo-saxonnes. Toujours en Angleterre, en 1890, fut fondé le premier club dont on a quelques informations, dans le but de sauvegarder la race qui était en train de traverser une grave période de crise, risquant même l'extinction. Aujourd'hui, le dalmatien est bien connu, et sa diffusion est considérable aussi bien en Europe qu'en Amérique. Récemment, la Fédération cynophile internationale a évoqué à soi le parrainage de cette race et est apparue l'orientation bien discutable d'indiquer les pays qui se situent sur la Méditerranée centrale
comme lieu d'origine du dalmatien. Son standard a été objet de beaucoup de rédactions, toutes peu précises, surtout en ce qui concerne les proportions fondamentales, en particulier celles se référant à la tête et au tronc. Les modifications apportées au cours des années concernent principalement les variations de la hauteur au garrot. Le premier standard officiel du dalmatien remonte en 1882 et fut rédigé en Angleterre par Vero Shaw. Une information historique nous ramène dans les années 40, où le standard, au paragraphe caractéristique général, récite textuellement « Chien ressemblant, pour l'ensemble de sa structure au pointeur. Fort et bien symétrique, il est résistant aux fatigues. » La hauteur mesurée du garrot à la terre variait de 50 à 55 cm et le poids était indiqué aux alentours des 25 kg pour les mâles et un peu moins pour les femelles. Le manteau prévoit un fond blanc sans aucun mielé et les taches peuvent être de couleur noire ou marron foncé. Il est précisé que les taches présentes sur le corps doivent être plus grandes que celles présentes sur la queue, sur les membres et sur la tête. La présence de beaucoup de petites taches sur les oreilles augmente la valeur du manteau. Dans les années 60, le standard fut ajourné et au paragraphe caractéristique général, on lit que le dalmatien est un chien robuste, musclé et actif, au contour symétrique, exempt de lourdeur ou de poids excessif, de grande résistance. Il possède une certaine vitesse. Nous nous trouvons donc devant un chien plus grand puisque les hauteurs au garrot sont différenciées pour les deux sexes. Pour les mâles, la mesure varie de 55 à 60 cm, alors que pour les femelles, elle varie de 50 à 55 cm. En ce qui concerne le manteau, il est précisé que les taches ne devront pas se mélanger les unes aux autres, mais seront rondes et le plus possible bien définies. Plus elles sont distinctes, plus en dérive une grande valeur. Il y a aussi une mise au point à propos de la grandeur des taches, qui doivent avoir un diamètre de 2 ou 3 cm. Les taches sur la tête, sur le museau, sur les oreilles, sur les membres et sur la queue seront, elles, plus petites. En 1983, un nouveau standard fut ratifié se différenciant du précédent seulement pour la hauteur au garrot, qui fut établie de 55 à 61 cm pour les mâles et de 50 à 58 cm pour les femelles. Un standard suivant fut officialisé en 1988 pour modifier encore une fois la taille. Les mesures changeaient de 58,4 à 61 cm pour les mâles et de 55,9 à 58,4 cm pour les femelles. En 1992 est entré en vigueur un nouveau standard qui apparaît cependant, comme les précédents du reste, pas suffisamment précis en ce qui concerne beaucoup de détails sur la tête et sur le tronc. La hauteur au garrot change de 56 à 61 cm pour les mâles et de 54 à 59 cm pour les femelles. Il est aussi indiqué que le poids idéal est d'environ 27 kg pour les mâles et d'environ 24 kg pour les femelles. En ce qui concerne l'aspect général, le standard déclare que pour le dalmatien, les taches numulaires constituent un aspect caractéristique. La numulaire, du latin numula, est une petite plante qui rampe sur le sol de toute la longueur de sa petite tige et présente des feuilles rondes comme des petites monnaies. Le dalmatien est un chien vigoureux, tonique et musclé, harmonieux dans ses lignes. Il n'est ni gros ni lourd, mais très résistant et capable de se déplacer assez rapidement. Le manteau du dalmatien doit être formé d'un poil court, dur, épais et d'aspect lisse et luisant. La couleur présente beaucoup de difficultés dans la sélection, puisque tous les spécimens ne naissent pas avec une disposition correcte des taches. Le standard prévoit que la couleur de fond soit blanc pur, tandis que les taches peuvent être de couleur noire ou de couleur foie. Les taches doivent être numulaires, rondes, bien réparties avec un diamètre de 2 à 3 cm. Les taches sur la tête, sur la queue et sur les membres doivent être plus petites. Les taches ne doivent pas être ni trop épaisses, ni trop clairsemées, ni trop rapprochées. Elles se détachent du manteau blanc et doivent avoir des bords noirs, très bien définis et sans aucune bavure de couleur. Il n'existe aucune règle dans la disposition des taches, mais il est fondamental que la vision d'ensemble donne une sensation agréable d'harmonie et d'élégance. Les défauts qui portent à la disqualification lors d'une exposition sont les manteaux avec des taches trop larges, en forme de monocle, ou le poil tricolore, c'est-à-dire avec des taches noires et foie. Tout le monde ne sait pas que le dalmatien naît complètement blanc, avec seulement quelques traces possibles de pigments sur le nez. Les taches caractéristiques commencent à apparaître après 10 jours,
tout d'abord sur le cou et sur les oreilles, puis le long du dos et successivement sur tout le reste du corps. Des taches de couleur noire ou foie, sur quelques zones comme celle autour de l'œil, sont par contre déjà présentes à la naissance. Les sujets aux taches couleur foie peuvent être accouplés entre eux, mais avec extrême précaution pour ne pas courir le risque de compromettre la pigmentation. La tête du dalmatien est dolicocéphale. La longueur totale prévaut sur la largeur et les profils supérieurs du crâne et du museau, les axes crâne-faciaux, sont parallèles. Le crâne est de même longueur que celle du museau et doit être plat. Sa largeur maximum se trouve entre les oreilles et ne doit pas présenter de rides. Le chanfrein, c'est-à-dire la dépression du front au nez, doit être bien marqué. Le museau est long et plein, de bonne profondeur mais jamais aminci. Dans la variété aux taches noires, la couleur de la truffe est toujours noire, alors qu'elle est marron pour les sujets aux taches de couleur foie. La dentition du dalmatien doit être complète, 42 dents pour l'adulte, et la fermeture doit être en ciseaux, c'est-à-dire qu'en l'observant la gueule fermée, les incisives de l'arcade supérieure avancent légèrement sur celles de l'arcade inférieure. Les yeux ne sont pas trop éloignés entre eux et sont de dimension moyenne, ronds, vifs et luisants, conférant au chien une expression intelligente. Ils sont de couleur sombre pour les sujets avec un manteau aux taches noires ou de couleur marron pour les sujets avec des taches couleur foie. Les oreilles sont attachées hautes, de grandeur moyenne et plutôt larges à la base. Elles sont pendantes et adhèrent bien au pariétaux. Elles diminuent graduellement de largeur jusqu'à leur extrémité qui est arrondie. Les oreilles sont minces, de tissage fin et sont recouvertes de nombreuses petites taches. Le cou est de longueur moyenne, harmonieux et va en s'amincissant graduellement vers la tête. Il doit être privé de plis. Les épaules sont obliques, fortes et modérément musclées. Les membres sont solides, bien musclés et parfaitement en aplomb. Les pieds sont de forme arrondie, avec des doigts bien arqués et fermés. Les ongles sont noirs ou blancs pour les sujets avec des taches noires, ou marron ou blanc pour les sujets avec des taches couleur foie. En ce qui concerne le tronc, le standard n'est pas très précis, mais la longueur doit correspondre à la hauteur au garrot. Il s'agit donc d'un chien dont le tronc s'inscrit dans un carré, mais ce n'est pas un grave défaut si le tronc s'inscrit dans un rectangle imperceptible. Chez le chien, la mesure de la longueur du tronc est comprise entre la pointe de l'épaule, angle omoplate humérus, et la pointe de l'ischion, alors que la hauteur est mesurée du garrot, région anatomique située sur les omoplates, au sol. La queue est forte au point d'attache et va en s'amincissant vers le bout qui arrive à proximité du jarret. Elle ne doit jamais être épaisse et est portée avec une légère courbure vers le haut, jamais enroulée. Le point d'attache de la queue sur la croupe n'est ni trop haut ni trop bas pour consentir l'allure correcte avec une légère courbure vers le haut. Il est préférable que soient présentes des petites taches sur la queue, même si beaucoup de sujets présentent une queue complètement blanche. Les défauts d'allure de la queue, comme la tendance à former une boucle, sont à considérer d'extrême gravité parce qu'aisément transmissibles à la descendance. En général, la queue ne doit pas être ni trop grosse ni trop épaisse, afin de ne pas nuire à l'élégance du chien. La queue portée haute est toujours synonyme de sûreté, alors que si elle est baissée, elle dénote de la peur ou un certain malaise. La démarche du dalmatien est très souple, avec des mouvements uniformes, puissants, rythmiques et avec une ample enjambée. Vu de derrière, les membres doivent évoluer parallèlement et la trace des pieds postérieurs doit recouvrir celle des pieds antérieurs. Un pas court est considéré gravement défectueux parce qu'il comporte une fatigue inutile du chien. Sur le caractère de n'importe quelle race canine, influe la sélection opérée par l'éleveur qui doit choisir non seulement de manière responsable les reproducteurs en se basant sur les qualités esthétiques, mais aussi sur celles psychiques. Chaque chien possède une propre individualité, mais le caractère serein et équilibré doit constituer un facteur fondamental de sélection pour chaque race. Au cours des siècles derniers, notre dalmatien était apprécié pour ses capacités de chasseur, qui, au fil du temps, se sont affaiblies pour pratiquement disparaître. Aujourd'hui, le dalmatien est un bon chien de garde.
Mais il n'est pas agressif avec les étrangers. Il aime son maître ainsi que tous les membres de la famille, et le contact humain lui est indispensable pour développer au mieux et de manière complète son caractère. Il ne peut pas toujours vivre en groupe avec ses congénères, car des jalousies dangereuses peuvent se créer. Dès ses premiers mois de vie, il est plutôt réceptif et apprend aisément tout ce qui lui est enseigné. Et dans les premiers temps, il est important de valoriser le tempérament du chien, facilité également par sa sensibilité remarquable. Le dalmatien est agile, rapide et vif. Il réussit toujours à transmettre la gaieté. Il vit très bien au milieu domestique, mais il faut le laisser exprimer au mieux sa vitalité en le laissant quotidiennement courir de grands espaces. Même si la garde fait partie des devoirs les plus anciens et sûrement les plus instinctifs du dalmatien, le propriétaire doit adopter quelques stratagèmes pour en améliorer la fiabilité. En général, il faut rappeler que les capacités du chien de garde peuvent être affaiblies par des conditions de vie non optimales. Aujourd'hui encore, il existe l'habitude incorrecte de tenir le chien attaché à une chaîne pendant la journée et de le laisser libre la nuit. S'il est impossible de laisser toujours le chien libre, il vaut mieux le tenir dans une enceinte close, évitant ainsi de l'attacher. Une autre erreur très commune est celle de laisser le chien constamment dans la propriété. Il doit au contraire connaître de nouvelles stimulations, aussi bien olfactives qu'acoustiques, pour l'aider à développer l'instinct utile de territorialité qui fait de notre dalmatien un bon chien de garde. Le monde du chien est essentiellement olfactif, proportionnellement aux autres sens. La promenade hors de la propriété constitue aussi une excellente occasion pour renforcer le rapport affectif entre maître et chien. Le rapport affectif avec le maître est fondamental pour que le chien devienne fiable et complètement obéissant en toutes circonstances. Le dalmatien est un chien attentif et toujours sensible aux désirs du maître. Il est donc bien disposé à obéir. Accourir au rappel est une expression extérieure évidente de la profondeur d'affection que le chien nourrit pour son maître. Au début, on devra avoir la perspicacité de ne pas l'appeler sans motif. Dans tous les cas, le nom et l'ordre seront toujours prononcés pour attirer son attention. S'il arrive d'avoir affaire à un sujet apparemment paresseux, on pourra le corriger avec un système simple qui, répété même peu de fois, donne d'une façon générale de bons résultats. La méthode est la suivante. On rallonge la laisse avec une ficelle, de sorte que le chien puisse s'éloigner de quelques mètres. Quand il est bien occupé à flairer par terre, on l'appelle avec décision. S'il n'obéit pas, on le fera venir en tirant sur la ficelle et en répétant l'ordre. Une fois arrivé, on le flattera en le caressant et un peu plus tard, on lui permettra de s'éloigner de nouveau. Quelques minutes plus tard, on répétera le tout. Une autre situation fréquente se présente quand notre dalmatien doit laisser entrer, en présence de son maître, un étranger dans la propriété. Au moment d'entrer, l'inconnu pourrait manifester de l'insécurité ou de la peur qui, perçue par le chien, pourrait le rendre inquiet. Dans ce cas, le maître devra tenir le chien par le collier ou en laisse. Une fois entré, et donc une fois accepté par le maître, l'étranger pourra aussi caresser le chien. Dans cette phase, le dalmatien montre toute sa bonhomie car il aime être en compagnie. De façon générale, il ne faut pas oublier que n'importe quel chien de garde, pour bien remplir sa tâche, doit se sentir gratifié et donc, lorsque le chiot court vers la grille en aboyant pour signaler la présence d'étrangers, il faudra faire en sorte que ceux-ci s'éloignent, de façon à ce que le chien se sente gagnant et prenne confiance en lui. Une alimentation équilibrée est essentielle au développement complet de votre chien et pour pouvoir lui conserver forme et santé. Certains estiment que les chiens peuvent manger de tout et leur donnent donc toutes sortes d'aliments, souvent composés des restes de leur propre repas. Rien ne pourrait être plus mauvais, parce que ce qui est pour nous digestible et source de substances nutritives est souvent indigeste pour le chien qui ne peut le métaboliser. Une dernière recommandation. Il peut arriver qu'un chien n'ait pas faim et qu'il refuse la nourriture pendant 1 voire 2 jours. C'est tout à fait normal et dans ce cas, il ne faut pas lui laisser sa pâtée à disposition, mais l'enlever au bout d'un bref délai. Au repas suivant, changez les aliments.
Si ce manque d'appétit dure plus de 2 jours sans autres symptômes, ou si dès le départ il s'accompagne de symptômes révélant une souffrance générale ou un état de prostration, consultez immédiatement votre vétérinaire. Ce sera très probablement une simple indisposition, mais inutile de prendre des risques. Il vaut toujours mieux être rassuré par un expert. Commençons par une très brève description de l'appareil digestif des chiens. Comme chez tous les carnivores, l'estomac possède des dimensions importantes, alors que l'intestin est relativement court. La première digestion dans l'estomac demande de 3 à 8 heures, puis la nourriture passe dans l'intestin, où les substances nutritives sont assimilées pour être ensuite transmises à tous les organes à travers le sang. La grande capacité de l'estomac et la longueur du processus de digestion permettent de faire des repas abondants et assez éloignés l'un de l'autre. Bien entendu, pour conserver le chien en excellente santé, il faut lui fournir tous les éléments dont il a besoin, à savoir des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux. Lorsque le chien était un prédateur carnivore, il assimilait ces éléments à travers les animaux qu'il chassait, en général des herbivores. Ensuite, la civilisation l'a amené à se nourrir différemment, mais il sera toujours nécessaire de lui fournir les substances adéquates. C'est à travers l'alimentation que le chien produit l'énergie qui lui sert à maintenir ses fonctions vitales et à bouger. Plus l'activité sera intense et plus l'apport en énergie devra être abondant. Sans vouloir rentrer dans une étude alimentaire qui demanderait un traité entier, nous pouvons simplement dire que le chien a surtout besoin de graisses ou lipides, d'origine animale ou végétale, et que ce sont elles qui fournissent l'énergie qui lui est nécessaire et s'accumulent dans l'organisme pour fournir l'énergie de réserve éventuelle. Les protéines qui forment la plus grande partie du corps animal sont tout aussi essentielles. Elles sont indispensables à la formation de tous les tissus, en particulier des muscles, et constituent également la base des hormones et du sang. C'est dire si elles sont un élément irremplaçable dans une alimentation correcte, tout spécialement chez les chiots qui doivent encore construire leur corps. Les protéines se trouvent dans la viande, le fromage, les œufs, le poisson, tous aliments qui sont bien digérés par le chien, ainsi que dans la farine de soja, les arachides, les légumes secs, que le chien a davantage de mal à digérer. Toutefois, un excès de protéines est nocif et peut entraîner des troubles de diverses natures. Les glucides ne sont pas indispensables dans l'alimentation du chien. Ils sont cependant très utiles à la fin de la gestation. L'amidon, le plus important des féculents, est mal digéré par le chien et doit subir des traitements préliminaires, comme la cuisson, la réduction en flocons, etc. C'est pourquoi, si vous donnez des pâtes ou du riz à votre ami, il faudra les faire bouillir très longuement afin d'éliminer une bonne partie de l'amidon qui s'y trouve. Les fibres qui accompagnent souvent les glucides sont surtout utiles dans l'alimentation des chiens sédentaires parce qu'elles aident à prévenir la constipation grâce à leur vitesse de transit dans l'appareil digestif. Les vitamines, elles aussi, sont nécessaires, même si une très petite quantité suffit. Elles sont présentes dans de nombreux végétaux et sont synthétisées par les herbivores. C'est pour cela que lorsqu'un carnivore dévore sa proie, en général herbivore, il commence par l'intestin qui contient des résidus de nourriture végétale pas encore digérés. C'est également la raison pour laquelle, malgré votre déception, votre chien se nourrit des excréments d'animaux herbivores dès qu'il en a l'occasion. Un excès de vitamines peut avoir des effets négatifs. Si vous utilisez de la nourriture toute prête, avant d'ajouter des intégrateurs, lisez bien quelles sont les substances contenues dans la pâtée. En cas de doute, consultez votre vétérinaire. Les minéraux sont un élément essentiel et ils sont également fournis par l'alimentation. La carence de certains minéraux comme le calcium, le fer, le potassium, le sodium, le cuivre et d'autres peut entraîner une croissance irrégulière du chiot, avec de graves conséquences, et chez l'adulte un état de faiblesse générale ou même divers problèmes à différents niveaux. On trouve dans le commerce d'excellents produits tout prêts, aussi bien humides que secs, qui fournissent tous les éléments nécessaires à la croissance d'abord et au maintien de la pleine forme de votre chien ensuite. Même si vous utilisez des boîtes ou croquettes, vous pourrez quand même donner à votre chien quelques fruits ou un autre aliment qu'il apprécie, tout en faisant attention à ne pas exagérer et surtout à ne pas lui donner des substances nocives comme les aliments sucrés, les fritures, les sauces, le pain frais
et avec beaucoup de mie qui sont très mauvais et pourraient avoir des conséquences très sérieuses à long terme. Si vous préférez préparer vous-même la pâtée, suivez les conseils de l'éleveur qui vous a vendu le chien ou ceux de votre vétérinaire habituel. En règle générale, sachez que la viande est l'élément essentiel, de préférence la viande bovine. Si vous lui donnez du cochon, il faut qu'il soit très bien cuit pour éviter les infections. La volaille et le lapin sont très bien également, mais absolument privés de leurs os. Les abats sont généralement appréciés, même s'ils sont moins riches en substances nutritives. Le poisson est un excellent aliment qu'il faut proposer cuit. Il est particulièrement approprié lors des régimes pauvres destinés aux sujets ayant des problèmes digestifs ou dermatologiques. C'est également une bonne idée pour varier un peu le menu de votre ami. Les œufs sont bien tolérés et apportent de nombreuses substances nutritives. Ils sont particulièrement indiqués pour les chiots et chez les femelles en cours d'allaitement. Le jaune peut être consommé cru, mais le blanc doit toujours être cuit. Les graisses, telles que l'huile et le lard, sont toujours bien acceptées par le chien et sont particulièrement utiles dans les périodes de travail ou d'effort. 1 ou 2 cuillerées à café d'huile dans la pâtée sont toujours souhaitables. Le pain sec est une bonne source d'énergie, mais il doit être très bien séché. Il sert aussi à nettoyer les dents et à les garder en bonne santé. Les pâtes et le riz sont très semblables, mais ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, ils doivent être cuits longuement pour éliminer l'amidon difficile à digérer. Même s'ils ne sont pas indispensables, les fruits et légumes peuvent être donnés aux chiens qui les aiment. Leur apport nutritif est très limité et le seul intérêt réside dans l'apport de fibres brutes. Le dernier élément indispensable à la nutrition, même s'il semble inutile de le rappeler, c'est l'eau, qui doit toujours être à la disposition du chien, fraîche et abondante. Si on la met dans un bol, il faut la changer le plus souvent possible, surtout quand il fait chaud. Elle est encore plus indispensable si le chien consomme des aliments secs, non humidifiés. Le dernier aspect de l'alimentation à voir ici, c'est la fréquence des repas. À partir de la naissance, les chiots prennent leur repas en suivant des délais dictés par l'instinct de la mère et des autres chiots. Pendant le sevrage, on réduit progressivement le nombre de tétées et on les intègre avec des aliments appropriés, indiqués par un éleveur expert ou par le vétérinaire. Entre 1 et 3 mois, les chiots sevrés devraient faire 4 repas à des intervalles réguliers. De 4 à 7 ou 8 mois, on peut passer à 3 repas. De 8 à 18 mois à 2, et ensuite, si l'on veut, on pourra réduire la fréquence à un seul repas, même s'il n'est pas contre-indiqué d'en conserver 2. D'ailleurs, certains conseillent plutôt cette solution. Adopter un chien est une décision importante qu'il faut pondérer soigneusement et prendre en toute connaissance de cause. La vaccination doit toujours être effectuée le plus scrupuleusement possible afin de protéger non seulement le chiot, mais aussi le sujet adulte contre les maladies les plus communes. En règle générale, lorsque le chiot quitte son élevage, il a été vacciné entre 40 et 45 jours avec une primo-vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et la parvovirose. La deuxième vaccination polyvalente est légèrement effectuée 3 semaines plus tard. Elle couvre les 3 maladies précédentes, mais aussi la leptospirose. 1 mois plus tard, on pourra effectuer encore une vaccination quadrivalente également, puis les rappels seront indispensables tous les ans. Pour être vacciné, le chien doit être en parfaite santé et en particulier vermifugé. En règle générale, il faut exécuter un traitement vermifuge 2 fois par an. Il existe plusieurs types d'ascarides dont chacun infecte spécifiquement une espèce animale, homme compris. Il n'existe pratiquement aucun risque zoonose, c'est-à-dire de transmission de l'infestation du chien à l'homme. Il est tout aussi important de protéger le chien contre les ectoparasites, à savoir ceux qui s'installent dans le pelage du chien, comme les puces ou les tiques, tous deux hématophages. De plus, les puces sont un hôte intermédiaire pour un type de ténia. Pour libérer le chien de ses fastidieux locataires, il existe de nombreux produits spécifiques, mais il ne faudra pas oublier d'intervenir également au niveau de l'environnement du chien. L'été accentue les problèmes provoqués par les hôtes désagréables, en particulier les tiques qui arrivent justement dans les premières chaleurs.
Une course dans les prés, dans les bois, à proximité par exemple de fermes et d'élevages, peut comporter un retour avec des tiques. Ce n'est tout de même pas inévitable dans la mesure où certains facteurs prédisposent plus ou moins les chiens aux attaques de ces acariens, en particulier leur état général de santé. C'est là un danger sérieux pour le chien parce que la tique transmet la pyroplasmose, une infection grave soutenue par des protozoaires du type pyroplasma, qui frappe les animaux domestiques et peut conduire à la mort si elle n'est pas soignée à temps. Les symptômes de la forme aiguë de la maladie sont une fièvre souvent élevée, l'asthénie, la pâleur des muqueuses apparentes, l'hyperchromie des urines dont la couleur peut devenir marron-noir. Dans les cas avancés, ictère, état comateux jusqu'à arriver à l'issue fatale. Les tiques sucent le sang de leur hôte pendant 2 ou 3 semaines, puis une fois que la femelle s'est accouplée, elle se détache de l'animal et dépose ses œufs une semaine après. Les larves sont reconnaissables à leur couleur rougeâtre. Elles sont minuscules, on dirait de petites perles. Elles cherchent à leur tour un hôte sur lequel grimper, sucent le sang quelques jours, se détachent et se transforment quelques jours plus tard en une nymphe octopode de couleur bleuâtre. Vers août-septembre, elles sont devenues adultes et avec l'arrivée de l'automne, elles s'endorment au sol dans de petites cavités jusqu'au printemps suivant. En général, les tiques s'accrochent là où la peau est la moins épaisse, comme les oreilles, les aisselles, l'aine ou entre les doigts des pattes. Après une promenade dans la nature, vérifions toujours si nos amis ont recueilli des passagers clandestins. Une bonne hygiène commence par les soins du pelage. Pour la plupart des races, mais pas pour toutes, il est conseillé de brosser le chien presque quotidiennement afin de le débarrasser de ses poils morts. De nombreuses races ont besoin d'un toilettage particulier, à exécuter plusieurs fois par an. Il ne faut pas généraliser la notion qu'un pelage brillant est un signe de bonne santé, parce que pour certaines races, au contraire, il doit être plutôt opaque. Il ne faut pas laver le chien trop souvent car ses glandes sébacées produisent un suin qui exerce une fonction protectrice que les lavages menacent. Dans des conditions normales, la peau doit être toujours propre, sans pellicule ni desquamation d'aucune sorte. Si des altérations cutanées apparaissent, comme des eczémas, des zones d'alopécie, c'est-à-dire la chute du poil sans repousse, des épaisseurs ou une pigmentation anormale, il faudra consulter le vétérinaire sans tarder. En effet, de nombreuses maladies peuvent être légères et guérir sans difficulté, mais cela dépend toujours d'une intervention dans les délais les plus brefs possibles. Contrôlez régulièrement l'état des ongles. Les ongles s'usent d'eux-mêmes lorsque le chien exerce une activité physique normale, mais il est parfois nécessaire de les couper avec une pince appropriée. L'hygiène orale ne doit jamais être négligée et il faudra régulièrement faire un détartrage, surtout chez les races naines, parce que le tartre peut être à l'origine de piorés et de mauvaise haleine. Il existe dans le commerce des os qui constituent une récompense pour notre ami à 4 pattes, mais qui servent également de brosse à dents naturelles. Les dents de lait des chiots laissent progressivement leur place à la dentition définitive entre 4 et 6 mois. Pendant cette période, il convient d'inspecter régulièrement la bouche pour vérifier que tout se passe comme il faut. La filariose cardiopulmonaire est une grave maladie qui frappe le sang et le cœur provoquée par une nématode parasite, la Dirofilaria immitis. On la connaît depuis plusieurs siècles et depuis un siècle environ, on a compris l'important mécanisme de transmission de la maladie par les moustiques. Mais c'est au cours des 20 dernières années seulement, à cause de la diffusion rapide de la filariose chez les chiens de compagnie et de travail, que les instituts de recherche, sociétés pharmaceutiques et vétérinaires ont réellement consacré une attention croissante à ce problème. Il est donc important que les propriétaires de chiens connaissent dans les grandes lignes l'existence et les manifestations de cette parasitose. La maladie se transmet à travers une piqûre de moustique, lequel a pris les larves de filaire en suçant le sang d'un sujet infecté et les inocule ensuite à un chien encore sain. On comprend donc facilement pourquoi la maladie est très contagieuse et pourquoi elle est liée aux saisons printemps-été. Pendant 6 mois environ, les larves inoculées dans le sang du chien y mûrissent jusqu'à devenir des vers adultes, qui se localisent dans le cœur et dans les artères pulmonaires. Les filaires adultes produiront à leur tour de petites larves dites microfilaires qui vivront dans le sang.
Les chiens les plus frappés sont bien entendu ceux qui passent le plus de temps à l'extérieur, et donc les chiens de chasse, de travail et ceux qui dorment dehors. Les dommages infligés par la présence des filaires sont graves et concernent la fonction cardio-circulatoire. Au début, les symptômes peuvent être un chien qui se fatigue facilement et la présence de toux ou de problèmes respiratoires. Le vétérinaire procédera alors à divers examens cliniques et de laboratoire afin de confirmer la présence des parasites. Au contraire, les dommages dus à une filariose cardio-pulmonaire chronique sont extrêmement graves. Outre l'altération de la fonction cardio-circulatoire, il y a souvent des lésions du foie et des reins et un état d'hypersensibilité généralisé à tout l'organisme. Les programmes de prévention, en revanche, qui sont disponibles depuis peu d'années grâce à de nouveaux médicaments spécifiques, sont simples à réaliser et ne présentent aucun risque de toxicité pour le chien. Après un examen pour vérifier l'absence d'une infestation précédente, un médicament est administré par voie orale une fois par mois, pendant toute la saison chaude. Cela suffit à fournir une protection au chien, même s'il est piqué par un moustique infecté.